Françoise de Tulkens, bonjour. Vous êtes juge et vice-présidente de la Cour européenne des droits de l'homme ici à Strasbourg. Cette cour rassemble 47 pays de la grande Europe, si j'ose dire, et tous les citoyens de ces pays peuvent faire appel à vous pour une affaire qui relève des droits de l'homme. Alors, au bar de l'Europe, on vous a servi un cake anglais, déjà bien consistant, mais on va rajouter un peu de crème anglaise, voilà, et puis un peu de crème épaisse également. Voilà, et une petite cerise sur le gâteau. Vous allez me dire que j'en fais trop, mais précisément, c'est ce que les Anglais vous reprochent, c'est d'en faire trop. Vous dérangez les États ? Bien, effectivement, le cake risque de me tomber sur l'estomac, disons-le. Alors, les Anglais nous reprochent d'en faire trop. Ça, c'est vraiment une critique à la fois... Toutes les critiques sont bonnes, hein, il faut les entendre, c'est important. On est une cour qui doit être attentive aux critiques. Mais non, on en fait trop, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous faisons exactement notre mission. Et notre mission, c'est ce que la Convention nous dit, la Convention que les 47 États ont signée, comme vous venez de le rappeler. Et notre mission, c'est d'interpréter et d'appliquer les droits de la Convention auxquels les États se sont plus qu'engagés, qu'ils ont voulu reconnaître à tout le monde. Donc voilà, c'est ça notre rôle. Alors, est-ce qu'on va trop, est-ce que on ne laisse pas suffisamment de marge d'appréciation aux États, parce que c'est ça un peu l'objection, et puis est-ce qu'on ne respecte pas assez la subsidiarité? Je dirais, on doit le faire. Moi, je suis intimement convaincue, nous sommes tous convaincus que nous ne sommes qu'un filet de secours, que lorsque tout a été fait dans les États, alors soyons de bon compte, souvent dans les États, c'est là que les problèmes se posent. Et nous sommes obligés d'intervenir à la fin. Donc la marge d'appréciation aussi, oui, les États, dans toute une série de domaines, ils doivent pouvoir prendre les décisions qui leur importent, et nous devons simplement les contrôler de l'extérieur au regard des droits de l'homme. Alors, je vous arrête, parce que vous voyez des petits parasites qui apparaissent ici, et derrière ces parasites, quelqu'un, un Britannique, qui veut vous poser une question, il veut vous expliquer en fait pourquoi il vous en veut. On l'écoute. Très bien. Mon nom est Charles Tannock. Je suis un député européen britannique traitant des droits de l'homme pour mon parti. Les Anglais sont très fâchés, surtout les conservateurs au gouvernement, contre la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg, principalement à cause de deux jugements récents. Le premier est la problématique du droit de vote des prisonniers. La Cour essaye d'imposer notre système judiciaire le droit pour les prisonniers de voter. Nous pensons que c'est au gouvernement national de décider en tant qu'entité souveraine élue, mais pas à la Cour de Strasbourg. Le second point est l'expulsion d'Abou Qatada vers la Jordanie, où il est recherché pour des actes criminels et terroristes. Votre arrêt interdit son expulsion sous prétexte que la torture aurait été utilisée pour récolter des preuves. Rappelons qu'il y a un protocole d'accord entre la Jordanie et le Royaume-Uni, et la Cour ne devrait pas protéger les intérêts d'un terroriste plutôt que les droits des victimes du terrorisme. Les criminels ne devraient pas être protégés plus que les victimes. Réponse ? Bien. Oui, la réponse, elle est bien sûre, elle était importante. Je prends le premier cas. C'est cette fameuse affaire du droit de vote des prisonniers. Soyons clairs, la Cour n'a jamais dit, dans son arrêt de 2005, c'est un arrêt ancien déjà, on n'a jamais dit qu'il fallait donner le droit de vote à tous les prisonniers dans n'importe quelle circonstance. On a dit qu'une interdiction absolue qui ne tient pas compte ni de l'infraction qui a été commise, ni de la durée de la peine, ni de la nature de la peine, une interdiction absolue, celle-là n'était pas compatible avec la Convention. Mais le dossier qui dérange surtout les Anglais, c'est le fait que vous empêchez effectivement de renvoyer un islamiste radical. Alors ça, c'est une question beaucoup plus délicate. Évidemment que la Cour estime qu'il faut se battre contre le terrorisme, ça va de soi. C'est une menace contre la vie et les biens des personnes, donc oui, nous devons le faire. Mais ça, c'est toute la difficulté à faire comprendre de la Convention, c'est qu'il faut le faire dans le respect des droits absolus. Et l'interdit de la torture, c'est un droit absolu. Et donc, nous ne pouvons pas en conscience, et ça, là, je pèse vraiment mes mots, nous ne pouvons pas en conscience accepter, lorsque nous savons, avec une quasi-certitude, que cette personne sera soumise à la torture et des traitements inhumains et dégradants, eh bien, nous ne pouvons pas la renvoyer là-bas. On l'a dit dans d'autres affaires. Mais David Cameron, le Premier ministre britannique, est venu chez vous et il vous a dit est-ce qu'il ne faudrait pas que vous vous occupiez des dossiers les plus sérieux? Très bien. Et c'est vrai que vous avez beaucoup de travail en retard. Hein. Il y a 150 000 dossiers en attente. Est-ce qu'il ne faut pas faire un tri? Vous avez tout à fait raison. Et là, sur ce point-là, je serais totalement d'accord avec le Premier ministre britannique. C'est évident que nous devons nous occuper des affaires sérieuses. Vous savez, dans ces 150 000 affaires qui arrivent devant la Cour, il y a 95% d'affaires irrecevables. Donc nous ne traitons que les 5% qui restent. Et ça, ce sont des affaires sérieuses. Oui, Cameron a donné l'exemple, par exemple, d'un touriste qui réclamait 90 € parce qu'un voyage en autocar n'était pas assez confortable. Est-ce que ça
Ça vaut la peine d'aller chez vous pour ça. Mais alors pourquoi est-ce qu'il vient chez nous? C'est ça le problème. Alors je ne connais pas cette affaire-là, c'est peut-être un cas inventé ou c'est un cas réel, mais évidemment que c'est une affaire que nous allons dire, il n'y a pas de préjudice important, parce que c'est une condition de recevabilité que nous avons. Évidemment qu'on ne doit pas s'occuper des petites affaires. Maintenant, faisons attention, il y a parfois des petites affaires qui peuvent mener très loin. On a eu par exemple un arrêt très important sur la traite des êtres humains, qui est quand même une mention importante. Non, c'est une petite affaire. Heureusement que quelqu'un a dit ah non. Ça, c'est une question vraiment importante. Donc, les petites affaires, évidemment que non. On n'est pas là pour ça. Mais dans les 5% d'affaires que nous traitons, là, ce sont des affaires substantielles. Et pour le Royaume-Uni, c'est la même chose. Alors, les Anglais veulent réduire votre pouvoir. Ils veulent une réforme. Ils ne sont pas les seuls, d'ailleurs. C'est quoi le danger? Non, effectivement. Je crois que les Néerlandais aussi ont... Puis maintenant, on est en pleine discussion, puisque d'ici un mois, il y aura une conférence intergouvernementale à Brighton. Évidemment, on veut vous couper le sifflet, quoi. On veut vous couper le sifflet. Mais je dirais, tu sais, depuis que la Cour existe, elle existe depuis 1950, elle a commencé ses premiers arrêts en 59. Évidemment, on est un peu des empêcheurs de danser en rond ou de tourner en rond, puisqu'on est le contrôle externe des droits fondamentaux. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a toujours connu. Et quand la Cour a été mise en place, il ne faut pas croire que c'était un long fleuve tranquille, loin de là. Certains ont dit ces arguments-là. Nous, on doit faire le contrôle externe de ce que font les États. Mais heureusement, sinon, on n'aurait toujours pas de femmes dans l'armée, on aurait toujours des infractions contre les homosexuels et tout ça. Question d'un internaute, Melchior Landen de Bruxelles. Je ne vois pas pourquoi les Britanniques s'inquiètent. Ils n'ont qu'à faire comme les Russes, qui ont été condamnés 100 fois et qui n'ont jamais respecté les arrêts de la Cour de Strasbourg et qui ne s'en portent pas plus mal. Et attention, parce que j'espère bien que les Russes vont exécuter les arrêts, parce qu'un arrêt de la Cour n'a de sens que s'il est exécuté. Ça, c'est absolument certain. Et vous avez un vrai pouvoir de pression Nous, pas vraiment, puisque l'exécution des arrêts, c'est le comité des ministres, donc c'est l'exécutif. Maintenant, de plus en plus, la Cour donne des indications générale. Parfois, elle dit qu'il faudrait faire ceci, il faudrait faire ça. On pousse un peu. Là, on va peut-être un peu trop loin, disons-le. Mais maintenant, il y a une espèce d'accord que chacun doit prendre sa part dans l'exécution des arrêts. Alors, il faut que les Russes exécutent leurs arrêts. Évidemment, il y a des situations extrêmement délicates, ça c'est clair. Mais non, il faut exécuter. Et l'affaire des votes des prisonniers, il faut l'exécuter, justement. Il faut l'exécuter, mais bien comprendre la portée de cet arrêt. Parce que si on dit que c'est interdit de manière... Enfin, ça c'est absurde, on n'est quand même pas... On est comme des gens sérieux. Merci Françoise de Tulkens d'être venue au bar de l'Europe. Et on va s'attaquer aux Anglais. Bien entendu, bien entendu. Allons-y. Merci beaucoup.